Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Zogma. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les samedis, pour les jeux auxquels j'ai pu jouer cette semaine. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de nouveautés, on va parler de La Mort aux Trousses, de l'île des chats Explorendo, qui lui n'est pas une nouveauté, Saré, Saturne et les royaumes sauvages. Une belle grosse vidéo aujourd'hui, on va avoir pas mal de choses à dire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller directement dans le timer de la vidéo pour aller sur le jeu qui vous intéresse, si tous les jeux ne vous intéressent pas. Et on commence tout de suite par La Mort aux Trousses, édité par Ori Games et un jeu du magnifique Scott Helms, un de mes auteurs préférés, dans la catégorie série héros solo. On avait dans cette collection le défi de l'arène, et puis bien sûr Warp's Edge qui est un de mes jeux préférés. Ici on est un peu dans cette gamme, c'est-à-dire que ça va être un jeu uniquement solo, un jeu scénarisé, puisqu'on va avoir un livre, non pas un livre dont vous êtes le héros comme dans Warp's Edge où on avait des choix, là ça va être un scénario déjà ficelé en 7 chapitres où vous allez être dans un univers post-apocalyptique, vous allez être dans un univers à la Mad Max, on va être dans un gros buggy, la voiture vous allez pouvoir la choisir parmi 4 et puis vous allez devoir tuer 7 grands méchants pour réussir l'histoire et bien sûr vous allez vous faire poursuivre par toutes les différentes ordures qu'on peut voir dans ce monde. C'est une des grosses sorties ce mois-ci, surtout pour les joueurs solo. C'est un jeu finalement de dés et donc un peu de hasard. Vous allez lancer des dés et vous allez devoir les répartir sur les différentes cases, sur les différentes cartes que compose votre voiture, parce que votre voiture, vous allez pouvoir l'équiper. C'est d'ailleurs la première phase du jeu. Vous allez tirer un certain nombre de cartes équipement et en fonction de votre premier lancer de dés, vous allez pouvoir, si vous faites les conditions écrites sur les cartes, les placer sur votre véhicule. Une fois que vous avez utilisé tout votre dé ou que vous avez une voiture qui vous semble suffisamment bien équipée, vous lancez dans la poursuite, vous allez devoir détruire les voitures qui vous poursuivent, ou en tout cas vous allez devoir toutes les détruire jusqu'à arriver au nombre maximal de 2 voitures. Dans ce cas-là, vous passez à la phase d'après. Les voitures vont vous attaquer, elles vont vous faire des dégâts, elles vont peut-être détruire certaines parties de vos équipements, et vous, en lançant vos dés, vous allez pouvoir utiliser, si vous utilisez une valeur supérieure à la valeur qui est écrite sur la carte, vous allez faire des dégâts à un adversaire qui est du côté de l'équipement. Si vous mettez exactement la valeur de dé, du dé écrite sur la carte, et bien vous allez pouvoir utiliser sa capacité spéciale qui va être de vous soigner, qui va être de faire plus de dégâts, qui va être de repousser les ennemis. Donc il va falloir choisir, essayer de gérer au mieux, de s'adapter avec le lancer de dés pour faire quelque chose de suffisamment bon pour survivre. Et ce qui est assez sympa, c'est que si vous détruisez précisément une voiture, vous lui faites le nombre de dégâts précis que vous ne dépassez pas, et bien vous allez pouvoir récupérer les pièces d'équipement, les pièces de la voiture, pour finalement avoir comme un joker, c'est-à-dire que sur la carte, il y a une valeur de dé, vous allez pouvoir l'utiliser comme un dé, mais sans avoir le dé et sans devoir prendre l'emplacement sur la carte, ce qui va vous faire finalement des actions gratuites. Donc ça va être très important d'essayer de vraiment faire le pile-poil sur les ennemis pour pouvoir avoir du mou. Pour l'instant, je n'ai pas fait la totalité des chapitres, je n'ai fait que les 2 premiers. D'ailleurs, au départ, j'ai eu un petit peu de mal à me mettre. Je me suis très largement fait défoncer lors de mes 3 premières parties, le temps de bien prendre en main le jeu, de bien comprendre comment optimiser les coups. Puis finalement, j'ai réussi le premier chapitre, le deuxième chapitre, je l'ai réussi du premier coup. Et pour l'instant, je n'ai pas encore attaqué le 3e chapitre. C'est un jeu que j'aime bien, c'est un jeu qui est sympa, l'ambiance est plutôt cool, le fait d'améliorer ses équipements. Et il y a un gros paquet de cartes équipement quand même, donc finalement, les parties vont être relativement différentes. Ça, c'est assez sympa. De devoir aussi réparer ses équipements, c'est cool, on est vraiment dans l'ambiance, mais finalement c'est pas un jeu où j'ai envie d'enchaîner 3-4 parties comme je peux le faire sur Warp's Edge, alors peut-être pas 3-4 parce que les parties sont un peu longues, mais voilà, une fois que j'en ai fait une, que j'ai fini mon chapitre, je suis content, et j'ai plutôt envie d'aller faire autre chose et puis d'y revenir, d'en faire un par semaine, etc. Le jeu est sympa, mais clairement pour moi il est quand même en dessous des attentes que j'avais, il ne détonnera absolument pas Warp's Edge. D'ailleurs, je pense que la rejouabilité est assez fine. Une fois qu'on a fait les 7 chapitres, alors certes, il y a une extension qui est sortie qui rajoute un chapitre supplémentaire, mais on a 4 véhicules différents qui ne vont pas apporter une grosse différence. On va avoir 4 conducteurs, 4 pilotes différents qui, eux, vont nous donner un petit bonus. Mais j'ai l'impression que finalement, quand on aura fini le jeu, c'est le genre de jeu qu'on va ranger et puis on va plutôt se relancer d'autres jeux comme Warp's Edge. L'autre petit point négatif, c'est qu'il y a justement un journal avec un petit scénario, mais c'est quand même ultra classique. C'est pas une écriture de fou, donc finalement, ce petit côté scénario, c'est plus pour nous mettre dans l'ambiance et finalement enchaîner 7 combats différents plus que de faire une vraie belle histoire. Alors encore, je dis ça, mais je ne lis que les 2 premiers chapitres parce que je ne suis pas allé plus loin pour l'instant. Mais voilà, un jeu sympathique finalement qui n'est pas si cher que ça, parce que si vous achetez le jeu
seul, sans le playmat, etc., ça va vous coûter une trentaine d'euros, donc c'est pas excessif, mais je pense que Scott Helms a fait bien mieux. Allez, cette fois-ci, ce n'est pas un roll and write, mais un flip and write. Il y en a forcément un chaque vidéo, ou presque. L'île des chats Explore and Draw. Alors ça s'appelle Explore and Draw pour pas écrire flip and write, mais globalement c'est quand même la même chose. Ça va reprendre le principe de l'île des chats auquel je n'ai jamais joué, mais clairement je pense qu'on est vraiment sur un portage du jeu en version flip and write. Vous allez avoir votre bateau, le but va être de récupérer le plus de chats avant que le grand méchant arrive sur l'île et qu'il tue tout le monde. Vous allez donc avoir une petite ardoise effaçable avec une palanquée de feutres, puisque vous allez avoir 4 lots ou 5 lots de 4 feutres à chaque fois, de 6 feutres même, parce qu'il y a 6 couleurs, il y a 6 familles de chats, et vous allez tirer 12 cartes, avec dedans des cartes exploration, c'est-à-dire globalement des chats, des formes de triominos qu'il va falloir dessiner sur votre bateau, en essayant de tuer les rats, en essayant de remplir totalement les cabines, en essayant de faire des familles. Une famille, c'est 3 chats adjacents de la même couleur, de la même famille, pour pouvoir marquer des points. Et puis, sur certaines colonnes, il y aura des cartes tradition. Les cartes tradition, eh bien, ce sont des scorings supplémentaires en fin de partie. Et ça, c'est assez sympa, finalement, de pouvoir choisir un peu sa stratégie, plutôt faire une grosse famille, plutôt essayer de faire des traditions, donc des scorings particuliers. Il y a même des scorings qui nous demandent d'avoir le plus de traditions possible, donc ça c'est assez sympa. On va pouvoir s'adapter, et puis vous choisissez pas une seule carte. Les cartes sont réparties en 4 colonnes, et vous allez devoir choisir une colonne avec toutes les cartes qui sont dans cette ligne. Vous avez la possibilité d'utiliser des petits pouvoirs spéciaux, 3 fois dans la partie, vous allez pouvoir utiliser un des 5 pouvoirs qu'on a écrits sur les bateaux. Tous les pouvoirs sont similaires, on n'a pas d'asymétrie entre les différents bateaux, mais ça permet d'aller chercher des cartes dans d'autres lignes, ou des fois de non pas prendre une colonne, mais prendre une ligne. Ça permet d'affiner un petit peu sa stratégie. Le jeu est sympa, en solo, on va devoir affronter notre sœur ou notre cousine, je sais plus, qui, arrivée à destination, va essayer de récupérer tout ce qu'on a fait, de nous le piquer, c'est-à-dire de dire que c'est elle qui a sauvé tous les chats, etc. C'est-à-dire qu'elle va, elle, tirer des cartes qui vont lui dire quels sont les chats qui marqueront le plus de points et ceux qui marqueront le moins de points, et ça on va le découvrir tout au long de la partie, tout au long des manches, et puis elle va avoir des traditions, des scorings, et à la fin elle prendra exactement nos plateaux et ce qu'on a fait, et elle marquera ces scorings qui ont été donc tirés aléatoirement en fonction de ce qu'on a fait nous. Donc ça c'est assez malin, parce qu'elle va essayer de nous prendre à notre propre jeu, on va essayer de nous faire notre meilleur scoring en fonction de ce que nous propose la rivière, mais justement peut-être que ce qui est mieux pour scorer va faire encore plus scorer notre adversaire, et ça c'est assez malin, et c'est d'ailleurs assez compliqué, hein. J'ai fait que 3 ou 4 parties, je n'en ai pas gagné une seule, alors que je joue en facile, parce qu'il y a jusqu'à 5 niveaux de difficulté, donc pour l'instant j'ai pas bien compris la solution, mais le jeu est assez plaisant. Le jeu est assez plaisant, ça tourne bien, mais finalement, alors il n'est pas si récent que ça, il est 2021, il n'est pas si vieux que ça, il a 2 ans, mais je pense que les gens qui ont l'île des chats ne vont pas avoir grand chose de nouveau à part une version un peu de poche de l'île des chats, et ceux qui le découvrent aujourd'hui en 2023 finalement ne vont pas avoir l'impression de découvrir des choses nouvelles. Globalement le jeu est sympa, mais assez classique, ça ne révolutionne absolument pas le genre, mais ceci dit, c'est quand même sympa. Ensuite, on a Saré de Nostromo Édition, un jeu de François Bachelard. Saré, c'est un jeu qui est jouable de 2 à 4 joueurs, il n'y a pas de mode solo. On va y revenir juste après, mais en tout cas officiellement il n'y a pas de mode solo. C'est un jeu qui est sorti cette année, qui finalement n'a pas fait énormément de bruit. C'est un jeu qui va associer une mécanique de stop ou encore, puisqu'on va tirer nos cartes pour avoir des ressources jusqu'à ce qu'on décide de s'arrêter, jusqu'à ce que finalement la révolution, on ait tiré suffisamment de cartes révolte pour que notre peuple soit pas content et qu'on perd tous les gains de cette manche, soit qu'on s'arrête à temps pour ne pas révolter le peuple. Et puis avec ces ressources, on va pouvoir créer des bâtiments sur notre petit plateau de 16 ou 12 places, je ne sais plus. Et globalement, en multijoueur, le but va être d'être le premier à faire la pyramide et de remplir totalement notre plateau. Forcément, les tuiles qu'on va pouvoir poser, ce sont des bâtiments qui vont nous octroyer des ressources supplémentaires par tour. On a un petit côté de gestion de ressources et de création de tableaux avec une petite mécanique de stop ou encore. Moi, les stop ou encore, j'aime beaucoup, et du coup, ça me donnait vraiment envie. Pas de mode solo, sauf que sur le site de l'éditeur, on peut trouver un mode solo qu'ils ont sorti dans ce bouquin qui est achetable à 10 € avec notamment des modes supplémentaires pour Etheria et Rivality, mais vous pouvez télécharger en format PDF les règles du jeu, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le bouquin à 10 €, moi c'était vraiment parce que j'aime bien avoir les objets, et en fait le mode solo m'a quand même relativement déçu par 2 choses. C'est que le jeu finalement, on va devoir utiliser les 4
plateaux, les 4 plateaux, on peut jouer jusqu'à 4, on a chacun un petit plateau, enfin un beau plateau, et ben là on va devoir les associer pour faire finalement tout un paysage. C'est-à-dire que dans le jeu de base, on incarne les fils du pharaon et celui qui va le mieux gérer sa cité va pouvoir finalement récupérer le poste de papa, être le futur dieu. Là, on est bien avant la guerre des enfants, on est justement le pharaon et on va justement être au moment où il va essayer de gouverner, de sauver entre guillemets toutes les régions qui sont autour de son fief, et donc ça va être ça, on va explorer, c'est-à-dire qu'on commence sur un plateau, il va falloir pacifier nos différentes zones les unes après les autres, sauf qu'à la fin de chaque tour, on a des catastrophes, c'est-à-dire que globalement, la révolte va compter de plus en plus dans les différents niveaux, et donc si à un moment, un des plateaux arrive à la révolte totale, alors qu'on ne l'a pas encore pacifié, eh bien, on a perdu. Donc moi, ce qui me pose problème déjà, c'est que justement, on prend ces 4 plateaux, l'idée est bonne, mais ça prend une place monstre sur la table, surtout que quand on crée des bâtiments sur le plateau, eh bien, ces bâtiments, il faut prendre la carte qui va avec, parce que cette carte-là, eh bien, elle va nous produire une ressource supplémentaire, donc il faut qu'on puisse voir si la ressource est faite ou pas. Et donc, en plus de ces 4 gros plateaux, on rajoute tout plein de cartes tout autour, ce qui fait que le jeu est beaucoup trop gros pour ce que c'est, et puis surtout, c'est que on a ce petit côté stop ou encore, finalement en solo c'est assez plat, je n'ai fait qu'une partie. Donc mon avis est peut-être un petit peu falsifié, surtout que je l'ai fait à 3h du matin, donc j'étais fatigué, mais j'ai réussi ma partie du premier coup, j'ai réussi à tout pacifier, et justement parce que j'arrivais trop facilement à m'arrêter sans avoir cette sensation que je vais exploser. Quand on joue avec d'autres joueurs, on veut vraiment être meilleur qu'eux, donc on veut pouvoir prendre le bâtiment le plus fort en ayant donc le plus de ressources, donc on va essayer d'être meilleur que les autres, mais là vous êtes tout seul, vous avez certes un timing parce qu'on sait que chaque tour la révolte va gronder, mais je n'ai eu aucun problème à m'arrêter exactement quand je voulais pour créer le bâtiment ou les 2 bâtiments qu'il me fallait pour le tour, pour pouvoir être de plus en plus fort sur chaque cité. Donc j'ai pas eu ce petit stress de aller encore une carte, encore une carte, encore une carte. Et puis surtout pour gagner, il y a une stratégie que j'ai mis en place et je ne pense pas qu'il y ait d'autres stratégies parce que pour passer d'un plateau à l'autre, il faut faire un port plus de bâtiments administratifs. Donc votre stratégie, ça va être d'abord de faire ce port, parce que le port va permettre d'envoyer des ressources ailleurs, et de faire ces 2 bâtiments administratifs en construisant d'autres petits bâtiments avant qui vont vous donner des ressources supplémentaires. Donc finalement, il n'y a qu'une seule manière de faire les choses. Certes, il y a des cartes qui vont donner un peu d'aléatoire, parce que vous n'aurez peut-être pas forcément les ressources, mais le côté stop ou encore est pas assez prononcé pour vraiment avoir une tension. On a certes un chronomètre, mais le chronomètre ne m'a pas du tout embêté. Donc, je suis quand même déçu de ce jeu. Je pense qu'il est bien meilleur en multijoueur qu'en solo, et d'ailleurs s'il n'y a pas le mode solo dans la boîte, qu'il est téléchargeable que sur internet, peut-être qu'ils sont eux-mêmes d'accord avec cette idée, qu'ils ont proposé un mode solo pour ceux vraiment qui le voulaient, mais qu'ils n'en sont pas assez fiers pour le sortir officiellement. Voilà, ceci dit, c'est pas bien grave, hein. Moi je suis toujours content de découvrir de nouvelles choses, et d'ailleurs j'ai découvert Saturn de Lucky Duck Games, un jeu de Malachi Rempen. Alors ça, je voulais pas vraiment l'acheter parce que le jeu ne m'intéressait pas plus que ça, mais j'avais 45 € de réduction dans ma boutique et finalement j'avais déjà un peu tout ce que je voulais et j'avais envie de dépenser comme le bon. Donc je me suis lancé, je me dis allez, je m'achète Saturn, qui est un jeu de coopération qui ne me plaisait pas spécialement parce que l'univers graphique, vous allez voir sur les quelques photos que je vais vous placer, c'est pas très joli, c'est assez blanc, il y a des couleurs un peu pastel, c'est un dessin très cartoon, c'est pas un très beau plateau. Alors on est dans l'univers du cinéma, le but va être de faire le film, le meilleur film, celui qui va être le plus époustouflant ou au contraire le plus gros nanar du monde. C'est c'est vraiment le maximum ou le moins pour réussir. C'est un jeu coopératif, c'est un jeu du coup jouable parfaitement en solo comme tous les jeux coopératifs, et globalement ça va être un jeu de placement de dés. Vous lancez des dés qui ont des icônes et vous les placez sur des actions pour récupérer, pour résoudre des problèmes, parce qu'à chaque tour il va y avoir de nouvelles catastrophes, pour piocher de nouvelles idées qui vont pouvoir vous débloquer, et surtout pour placer des tuiles qui vont être les décors du studio, et dessus vous allez placer vos dés pour les placer exactement de la façon qu'une des scènes proposées sur le côté va vous demander de disposer. Je crois que ma phrase n'est pas très claire, mais vous avez probablement compris. Et puis si vous avez fait ces scènes, vous les placez sur votre pellicule. Une fois que vous avez fait 5 scènes, la partie est terminée et vous regardez si vous avez assez de prestige sur ce film pour gagner. Sauf que c'est pas si facile que ça, vous avez un nombre de tours qui est limité. Plus on augmente la difficulté, plus le tour est serré, et globalement c'est quand même assez tendu de terminer son film dans les temps, même en mode moyen. Le jeu est quand même pas si simple que ça. Et si vous arrivez à faire vos 5 pellicules, c'est pas du tout
gagner d'avoir le prestige nécessaire. Il y a quand même un bon challenge. On a pas mal de cartes idées qui vont faire que on va avoir la petite étincelle qui va faire qu'on va débloquer la solution au problème qu'on a sous les yeux. On va avoir surtout des petits plateaux personnels qui vont être différents. Donc on va pouvoir avoir un réalisateur, un cadrage, un spécialiste de la lumière avec du coup des actions un peu spéciales. Donc ça va aussi entraîner une belle rejouabilité. Et surtout, ce qui est sympa, c'est que on va avoir des scorings différents en fonction des parties. On va en tout cas d'avoir des bonus et des malus. On va tirer aléatoirement des cartes qui vont nous donner un titre du film. Et surtout, sur ces cartes-là, ça va nous dire que si vous avez des séquences plutôt tristes, vous aurez des points supplémentaires. Si vous faites tel truc et tel truc, des points supplémentaires. Donc ça va nous donner des petits scorings différents. Et puis, une fois que vous avez terminé votre film, que vous avez tout de vos images, eh bien le jeu vous propose de créer votre histoire, de la lire à voix haute, d'inventer l'histoire autour de ces différentes images. Et c'est ça finalement qui sauve le jeu. C'est ce côté, un titre un petit peu totalement à la con et devoir inventer son histoire. Alors solo, bon bah vous n'allez pas vous amuser 15 ans à raconter l'histoire de votre film, mais je pense qu'en multijoueur c'est très très sympa justement, une fois qu'on a terminé la partie, de faire officiellement l'histoire du film. Surtout que sur nos petits plateaux personnels, on a une petite règle qui dit bah, vous avez le droit de changer la lumière quand vous voulez, vous pouvez dire à vos différents acteurs de parler avec un différent accent. Il y a un petit côté pour faire de la mise en scène qui est assez sympa. Le jeu n'est clairement pas fou, le jeu n'est clairement pas innovant, c'est un banal jeu de coopération, mais j'aime quand même plutôt bien l'ambiance et c'est un jeu où j'ai envie de refaire quelques parties par-ci par-là. Et d'ailleurs, bah, je me tâte à acheter l'extension qui va rajouter 2 actions supplémentaires et puis des films un peu thématisés parce que le jeu n'est pas fou, mais il y a un petit côté que bah, finalement il y a une bonne ambiance, on a quand même un petit peu envie d'y retourner, et donc finalement c'est peut-être plutôt bon signe pour ce jeu. Voilà, et le dernier jeu de la vidéo, ça sera Les Royaumes Sauvages, un jeu de Steven Aramini et illustré par Cathy Grierson, édité par Lucky Duck Games. C'est clairement mon jeu préféré cette semaine. Je l'ai acheté parce que je n'en avais quasiment pas entendu parler. Alors finalement, entre-temps, il y a une vidéo sur un monde de jeu, mais la vidéo n'était pas sortie quand je l'avais acheté. J'aimais beaucoup cette boîte et c'était très mystérieux. Ça semblait être un jeu de majorité et jouable en solo. Alors j'avais vraiment envie de tester. Et finalement, c'est une grosse découverte. Alors clairement, encore une fois, ce n'est pas un jeu de ouf, c'est pas un truc ultra révolutionnaire, mais c'est plaisant, c'est très familial. Ma compagne a vu les images, a vu les cartes avec les différents animaux, elle a envie d'y jouer et on va peut-être y jouer demain après-midi. Ça, c'est un truc assez rare. On joue pas tous les jours avec elle. Donc, si ça lui donne envie, bah tant mieux. C'est un jeu dès 8 ans, un jeu qui va jouer en une quarantaine de minutes. Et donc, clairement, c'est un jeu de majorité. On a 5 royaumes. Non pas qu'on va pouvoir placer de manière aléatoire, puisqu'en fait, ces royaumes, il y a des positions. Il y en a une avec 4 places, une avec 5 places, 6, 7 et 8 places. Vous gagnez les points tirés aléatoirement dans une zone à la fin d'une manche si vous êtes majoritaire. Et comment vous allez pouvoir placer vos pions? Eh bien, en jouant des cartes. Vous avez un paquet de cartes avec des nobles créatures. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 races différentes et ces cartes sont numérotées de 1 à 8. Ça fait donc 64 cartes, c'est bien ça, bon calcul, et bon, c'est ce qui est écrit derrière. Et donc ces cartes sont numérotées, mais vous n'allez pas pouvoir les placer n'importe comment. Vous allez tirer des décrets, ce sont des lois qui vont vous dire sur ces territoires, vous allez devoir placer que des cartes paires. Vous allez devoir tirer que des cartes d'une race ou d'une valeur différente des royaumes voisins. Et donc c'est comme ça que vous allez vous placer, vous jouez votre carte et vous placez ensuite votre petit pion en du coup respectant les conditions écrites. Une fois que vous décidez de vous placer sur une capitale, qui est le point culminant du territoire, eh bien vous avez terminé votre manche, vous ne pouvez plus jouer d'autres cartes. L'avantage de se placer sur une capitale, c'est que votre pion qui sera sur la carte étoile va aller au conseil des anciens, c'est-à-dire qu'aux manches suivantes, aux 2 autres manches, si vous êtes à votre premier tour, eh bien vous aurez tout de suite déjà un pion de majorité présent, là ou sinon sur les autres territoires, vous allez repartir de 0. Et donc vous allez faire ça 3 fois, vous allez retirer les décrets à chaque fois et vous allez jouer vos cartes. Celui qui a le plus de points à la fin gagne tout simplement. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment, si vous êtes en duel sur une majorité, que vous êtes à égalité, eh bien vous allez jouer une bête bataille. Si vous jouez un 8 et que votre adversaire joue un 5, vous avez gagné. Attention, le 1 bat le 8, c'est une boucle infinie sans fin. Donc le jeu est très plaisant, le jeu est très familial et ce qui est sympa, c'est finalement de jouer à la majorité en plaçant des cartes, en respectant des petites règles qui vont être tirées aléatoirement. Le jeu est parfaitement jouable en solo. Certes, c'est probablement meilleur à 3 voire à 4 que en duel, mais le jeu passe bien, c'est un jeu détente, une partie tout seul, c'est 20 minutes, vous faites ça tranquillement, sans vous prendre la tête, les cartes sont très jolies, le matériel est plutôt simple mais efficace, et moi je vous conseille ce petit jeu, si vous avez envie d'un petit jeu très sympa, familial. D'ailleurs, je vais vous en faire une partie, la partie d'ailleurs même
déjà tournée, elle sera probablement en ligne mardi prochain. Voilà, donc pour moi, mon coup de cœur de la semaine, c'était les Royaumes Sauvages. L'autre jeu qui finalement m'a plutôt marqué, alors que quand j'y joue, c'est pas le truc époustouflant, c'est Saturn, c'est que mes parties sont plutôt classiques, c'est pas fou, mais quand j'ai tourné, que je revois les scènes du film et que je me dis, et je me raconte ma petite histoire, bah je me dis, bah c'était cool, j'en ferai une peut-être dans 2-3 jours, dans une semaine, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez découvert cette semaine, à quoi vous avez joué, les jeux que vous attendez, abonnez-vous, commentez, et puis on se dit à très bientôt pour de la vidéo. Ciao, ciao.